En fait, la discipline d'histoire de l'art n'est pas développée, n'est pas institutionnalisée, n'a pas de présence véritablement institutionnelle en Tunisie depuis l'indépendance. On a bien des départements d'histoire, on a une école des beaux-arts et même en fait qui a essaimé donc de nombreuses écoles de beaux-arts sur le territoire tunisien, avec des créations après les années 2000. Mais on n'a pas véritablement de cursus d'histoire de l'art. Donc les Tunisiens qui ont travaillé, qui ont étudié l'histoire de l'art, l'ont nécessairement étudié à l'étranger. Ils ont pu revenir en Tunisie, travailler comme historiens de l'art, mais avec tout de même en fait un environnement qui n'est pas très favorable en fait au développement de la recherche en histoire de l'art, même s'il y a de nouvelles générations prometteuses. On y reviendra peut-être aussi dans la discussion ou dans la conclusion. Du point de vue de la bibliographie, on aura donc toute une série de travaux monographiques dont je ne parle pas ici, donc consacrés à tel ou tel peintre, avec des auteurs plus ou moins professionnels. On a aussi une série d'ouvrages qui portent véritablement sur l'histoire des beaux-arts en Tunisie, mais qui sont généralement des ouvrages qui ont accompagné des expositions, des expositions organisées par l'État tunisien, avec souvent une dimension diplomatique, que ce soit donc là ici vous avez dans le diaporama donc le livre qui a été publié à l'occasion de l'année de la Tunisie en France en 1895, donc Lumière tunisienne, donc c'était une exposition présentée au Forum des Halles. En 1998, une exposition au musée de Carthage avec un soutien de l'Union européenne. Donc là aussi, une dimension aussi politique d'affirmation pour la Tunisie de sa modernité et de son ouverture à l'extérieur, avec toujours un peu l'idée que finalement la promotion de la peinture et des beaux-arts, c'est une façon d'affirmer cette qualité d'ouverture à l'autre. Donc en fait, on est quand même dans l'autre, dans l'altérité, et non pas dans une pratique qui serait locale, alors qu'en réalité, il y a tout de même, bien sûr, des pratiques des beaux-arts locales. J'y reviendrai peut-être aussi un peu dans l'exposé. Enfin, troisième catalogue 2002, là encore aussi, une exposition qui donne lieu à un livre, mais des ouvrages qui sont scientifiquement, disons, même si leurs auteurs ont une connaissance en fait du terrain qui peuvent en fait, disons, être considérés comme relativement faibles parfois du point de vue du contenu savant, y compris même de la documentation. Comment dire ça, dans cette histoire des beaux-arts, une place particulière a été faite à l'école de Tunis. Ça a été évoqué donc, dans la conférence introductive avant-hier. Une école de Tunis donc, qui est une création, là aussi, qui s'inscrit quasiment dans un programme politique d'affirmation d'une Tunisie moderne, mosaïque, qui en fait est un pays constitué d'une multitude d'apports, avec donc un ouvrage là publié par une journaliste, donc qui a un ouvrage qui a des qualités, puisqu'on a grâce à ce livre donc beaucoup d'éléments de connaissances, mais en même temps qui n'est pas un ouvrage d'historien. Et là j'ai remis donc la photographie qui ouvre le colloque, qui est une photographie qui a beaucoup circulé parce que c'est une sorte de symbole peut-être aussi d'un âge d'or, comment dire ça, avec une certaine nostalgie. Donc là vous voyez, pour ceux qui connaissent Tunis, donc c'est le Café de Paris. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on est en plein cœur de la ville européenne, donc vraiment au carrefour des deux grands axes, l'avenue Jules Ferry, devenue avenue de la Liberté, et donc l'axe qui est perpendiculaire, à côté donc du quartier des cinémas, à côté du théâtre municipal, une sorte de Saint-Germain-des-Prés, au début des années 50, avec ici un groupe d'artistes. Alors, il n'y a pas de femmes sur la photo, ce qui est quand même remarquable, mais qui peuvent symboliser les différents apports, puisqu'on aura un Italien, Bocchieri, un Maltais, celui qui s'adresse à nous, Gaëtan Mifsud, trois Tunisiens musulmans, donc celui qu'on a pu appeler le père de la peinture tunisienne, donc avec la peau assez sombre et qui rit en s'adressant à nous avec les lunettes, donc c'est Yahya Turki.
Amar Ferhat, donc, qui nous fait face derrière la Celtia, la publicité pour la bière tunisienne. Donc on est bien dans un environnement aussi où l'on peut consommer de l'alcool sans difficulté, donc qui est une figure importante aussi dans l'historiographie comme un personnage d'authentique artiste, hein, qui est analphabète, qui donc apprend tout de même au contact de certains qui apprennent la peinture, hein, mais qui ne sait pas donc lire et écrire. Et donc en allant vers la droite, le monsieur plus âgé joue un rôle important, très important. Il s'agit de Moses Levy, hein, qui est donc un très grand artiste, et là aussi qui est un personnage intéressant puisque un très grand artiste, mais qui historiographiquement n'a sans doute peut-être pas la place qu'il pourrait avoir dans une histoire un peu internationale de la peinture, puisqu'il est un peu dans l'historiographie, arraché entre une historiographie de langue italienne, puisqu'il est livournais, toscan, formé à Florence, une historiographie tunisienne, hein, mais pas véritablement peut-être reconnue, hein, disons à sa pleine mesure, mais qui joue aussi un rôle très important donc, dans cette école de Tunis, hein, dont il est un peu le personnage, le senior, hein, par rapport à des artistes plus jeunes que lui. Quelqu'un qui d'ailleurs n'aura pas vraiment une activité d'enseignement en Tunisie. Et enfin, je continue en allant vers la droite, Pierre Boucherle, qui est le français de service intellectuel et sans doute plutôt écrivain que grand peintre, enfin en tout cas à mon sens, et puis le jeune Abdelaziz Gorgi, donc à l'extrême droite, qui se tourne vers nous aussi, et qui va finalement reprendre le flambeau de l'école de Tunis donc à l'échelle de la Tunisie indépendante, avec un talent d'entrepreneur et d'artiste aussi, hein, avec donc sa fille qui tient aujourd'hui une galerie importante à Sidi Bou Saïd, et donc une continuité à travers l'indépendance, hein, donc de ce monde de l'art, cosmopolite. Alors continuité, mais pas tant que ça, puisque si l'on prend, là je vais un peu vite, mais si l'on prend les figures des artistes juifs, donc ici nous avons Moses Levy sur cette photographie, mais on en verra d'autres, beaucoup vont partir en fait de Tunisie au début des années 60, avant même 67, parce que le climat de Tunis n'est plus le même, un climat qui est tout de même d'un régime politique autoritaire. Ça se marque en particulier dans la fin du pluralisme de la presse, et certains d'entre eux, là je pense à Edgar Nakache, on y reviendra, était en fait un homme de presse, un journaliste qui va donc finalement, la disparition d'une partie de la presse francophone va finalement l'engager à se consacrer exclusivement à la peinture et à quitter Tunis pour la banlieue parisienne, pour Sarcelles, puis ensuite Paris. Je termine avec cette introduction historiographique avec un mot sur l'article de Marion Lagrange, donc dans un volume collectif dirigé par Dominique Jarassé et Laurent Housset, Exposition et culture coloniale. Donc là, il y a bien un effort donc d'historiciser cette production. Là, le tableau un peu qu'on retrouve aussi très régulièrement reproduit, qui marque encore cette diversité, donc en 1947. Donc vous avez Edgar Nakache en bas à gauche, hein, Moses Levy au centre, hein, donc, de cette composition. Et puis là, une femme qui apparaît, Marie Goyer-Autré, mais très discrète et dont on parle relativement peu dans l'historiographie. Alors, juste là encore, je vais faire un panorama et finalement je vois que le temps passe très vite. Un panorama qui rappelle donc que l'usage de la peinture, contrairement à parfois ce qu'on imagine, est déjà diffusé en Tunisie dès les années 1840 à travers donc les communautés étrangères, mais à travers aussi le monde bellical, hein, donc avec des échanges et des tableaux qui sont commandés par le bey, offerts au bey. Là, je vous montre un portrait du général Valency, donc qui était donc au service du protocole bellical, peint par un Allemand qui a voyagé en Tunisie, hein, et donc au cours de ce séjour à Tunis, donc on lui commande ce tableau qui fait partie des collections nationales, avec aussi quelque chose qui est intéressant, hein, donc ces serviteurs du bey, en réalité souvent ce ne sont pas des œuvres qui restent dans la propriété familiale, mais qui aujourd'hui, hein, c'est la même chose pour les serviteurs musulmans, les mamelouks d'une certaine façon, font partie des collections nationales. Je passe assez rapidement, c'est simplement donc pour vous rappeler cette culture qui vaut aussi d'ailleurs pour la photographie
et pour le cinéma, puisque nous avons deux juifs tunisiens qui se révèlent particulièrement importants dans ces domaines. Albert Chamama Chikli, qui fait un peu écho à la précédente communication, et Victor Sebag, dont l'histoire raconte qu'en fait c'est le bey qui lui offre, alors que c'est une famille relativement modeste, qui lui offre son premier appareil photographique, et qui va donc être un photographe important dans la Tunisie des années 1910-1960. Pour ce qui est de la production de Beaux-Arts, donc on a des artistes, les premiers artistes finalement qui émergent, avant même qu'il y ait une formation, une école, ce sera seulement au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1922. Donc on va avoir des individualités, et ce n'est pas un hasard, les premiers noms se retrouvent dans la communauté des Grana, avec ce Italo Nunes Valls, dont je ne sais pas grand-chose, qui a un frère connu comme photographe, donc là aussi en Toscane, et c'est une historiographie un peu comme Moses Lévy, en italien, et plutôt localiste toscane, qui nous apprennent des choses sur ce peintre comme sur Moses Lévy. Donc là, et je passe sur un autre peintre, donc plus connu, David Younes, qui est intéressant aussi. Donc une famille de Livournais, lui qui naît à Marseille, donc il a une mère qui est une Forti. Donc sans doute un petit-fils de Vita Forti, donc protégé puis donc accédant à la nationalité française. Il se forme aux Beaux-Arts à Paris, mais il reste en relation avec Tunis, où il installe son atelier dans donc vous voyez un grand immeuble. Là je vous ai mis une photo récente relativement post-indépendance de la Porte de France, et donc au pied de la Médina, on a un très grand immeuble italien dont le nom m'échappe là maintenant, qui porte un nom italien. Voilà, Cardozo, le palais Cardozo. Et en fait, David Younes avait établi son atelier au 5e étage, donc avec une vue extraordinaire sur la Médina. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui est fréquenté par les touristes de luxe, on peut dire, puisque les touristes du Tunisia Palace, souvent, vont aller visiter cet atelier et vont pouvoir acquérir des œuvres dont certaines sont orientalistes. Là, je ne vous ai pas mis une œuvre orientaliste, mais d'autres le seront. Là, donc quelques exemples, donc assez un peu parmi d'œuvres plutôt de petit format, plus récentes, passées en salle des ventes. Je vous ai simplement mis une photographie du bas de la rue d'Église, donc tout près de l'entrée du palais Cardozo, pour vous indiquer qu'il y a aussi, là en fait je parle quand même d'un monde d'élite, des élites, mais on a quand même aussi une diffusion de la peinture ou des images à travers les chromos, à travers donc ces reproductions qui sont vendues dans ces petites échoppes, donc du bas de la rue de l'Église, comme en témoigne donc cette carte postale donc du début du XXe siècle. Dans cette histoire des Beaux-Arts en Tunisie, une date est importante, c'est celle de l'ouverture d'un salon tunisien qui sera organisé à peu près chaque année, donc au printemps, à partir de 1894, non pas créé par les autorités du protectorat, mais par une association privée, l'Institut de Carthage, donc qui a différentes sections. En fait, c'est donc une société savante, si vous voulez. Donc, c'est la section artistique de cet Institut de Carthage qui organise, en tout cas qui organise la plupart des expositions annuelles. Alors, ce qui est intéressant, là, je vous ai mis un tableau plus tardif donc d'Alexandre Roubzov qui donc immortalise les principaux représentants de cet Institut de Carthage. Ce qui est important, c'est que dans ce salon annuel ne sont pas seulement présentées des œuvres d'artistes locaux, mais aussi des œuvres d'artistes européens. En particulier, en 1897, on a un effort de la part des autorités du protectorat et donc on va faire venir des œuvres d'artistes qui exposent régulièrement au Salon des artistes français. Et pour ce propos, c'est intéressant parce qu'on va avoir cet art qui a pu être qualifié d'art israélite, finalement, qui est présenté donc d'artistes français. Là, je vous présente un tableau de Barias qui fait partie donc des collections du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ce tableau a été donc présenté au Salon des artistes français, puis au Salon tunisien en 1897. Donc il a été vu à Tunis, de même qu'un tableau d'Ismaël Gens. Alors je ne sais pas si c'est ce tableau
en particulier, mais un tableau qui sans doute devait être proche de celui-là, si ce n'était celui-là, hein, puisque Gens est aussi un artiste qui voyage donc en Libye, qui en retire des dessins et des peintures donc d'une synagogue c'est une synagogue qui sera exposée au Salon tunisien de 97. Je vous ai mis aussi une Salomé de Marie Kerr, hein, donc tout cela pour dire, ce n'est pas seulement ce type de tableau qui est exposé, mais on a ce type d'orientalisme qui va pouvoir en fait aussi inspirer des artistes tunisiens. Alors, je vous donne l'exemple de Maurice Bismuth, qui, lui, est donc d'une famille tunisienne. Alors, j'ai peu d'éléments en fait sur son origine sociale. Il passe, si je ne me trompe pas, par le lycée Carnot. Il va se former à Paris. Ensuite, il va, en tout cas, une partie de sa production est dans les thématiques des rabbins, hein, donc en fait correspond sans doute à une clientèle friande donc de ce type d'orientalisme. Donc, vous en avez un exemple donc de 1911 intéressant qui a été acquis par la municipalité de Tunis, donc ce qui veut dire que ce type acquis sans doute lors du salon, hein, donc en 1911, hein, et donc ça veut dire que ce type de tableau plaisait alors. Et puis un exemple beaucoup plus récent. Un point là aussi, parce que ça me paraît assez intéressant, puisque je risque d'oublier pour la conclusion. En fait, il y a une politique d'acquisition. Donc en Tunisie, aujourd'hui, on a des collections publiques qui sont riches de ces œuvres, que ce soit la ville de Tunis ou l'État tunisien. En revanche, on n'a pas de musée, hein, donc on n'a pas de grande connaissance, sinon par ces expositions un peu rares et avec une dimension diplomatique, on n'a pas la possibilité pour les citoyens tunisiens d'aller voir véritablement les œuvres qui ont été acquises à la fois sous le protectorat français, mais encore après l'indépendance, avec une politique d'acquisition qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'aux années 2010 très, très nettement. À propos de cet art israélite, juste un point pour dire qu'il y a une connaissance aussi de ces artistes à Paris. Hein. Là, c'est une reproduction donc d'une photographie d'une planche publiée dans l'univers israélite, avec un article donc de Vitalis Danon, hein, connu pour avoir, à la fin de sa carrière, dirigé l'Alliance israélite universelle, les écoles de l'Alliance israélite universelle, donc en étant à Paris. Et donc, il rédige en fait un article sur deux peintres juifs au Salon tunisien. Donc, il y a une sorte d'affirmation là, disons, de mise en valeur de ces peintres juifs. Donc, Maurice Bismuth, et Jules Lelouch, dont je vais dire un mot, parce qu'il est la génération suivante et c'est une des figures importantes de cette école de Tunis. Comme le temps presse, je ne vais pas aller plus loin sur Rodolphe d'Erlanger. Simplement, je ne peux pas ne pas m'arrêter sur ce magnifique portrait, enfin en tout cas, je ne sais pas s'il est magnifique, mais il m'est sensible, de Maria Pia Bessis. Donc là, on a aussi un autre exemple d'un peintre donc juif tunisien d'origine relativement modeste, qui va partir à Paris et qui en fait a une belle carrière de peintre mondain à Paris, mais il a une clientèle qui est aussi tunisienne, hein, puisqu'ici c'est la femme donc du bâtonnier Albert Bessy qui commande son portrait, qui est exposé au Salon tunisien au début des années 20. Autre exemple donc de ces notables tunisiens qui se font portraiturer, Maître Isaac Catan, donc qui a joué un rôle important dans l'Institut de Carthage et qui est un très bon arabisant, hein, il est diplômé d'arabe, et qui commande ce tableau à Alexandre Roubzov, donc un tableau qui, avec toujours aussi ça ne se voit peut-être pas sur cette reproduction, mais on a des caractères arabes, donc et aussi une double datation, calendrier grégorien, calendrier musulman. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de cette école des Beaux-Arts. Simplement quelques images pour vous dire donc que l'école est aussi un lieu cosmopolite. Hein, donc cette terrasse du Café de Tunis en 1947 s'inscrit dans une tradition, puisqu'on y trouvera certes beaucoup d'élèves d'origine européenne et française, mais aussi des élèves tunisiens, qu'ils soient juifs, en tout cas quelques-uns, juifs et musulmans. Je ne vous détaille pas les photographies, et aussi une mixité garçon-fille, hein, qui n'est pas non plus sans importance. Un point donc sur les figures qui vont traverser l'indépendance. Donc Henri Saada, élève de l'école des Beaux-Arts, puis professeur à l'école des Beaux-Arts, qui va quitter Tunis en 1961. Alors sur Henri Saada, on a un travail intéressant de sa belle-fille, dont Catherine Pavia, hein, qui a œuvré donc
pour la mise en valeur de l'œuvre de son beau-père, avec des expositions à Paris, mais aussi une exposition à Tunis, donc dans les années 2001-2002, je crois. Je passe, et pour quand même donner quelques images, donc je vais passer vite ici, mais parce que c'est en fait, à mon avis, une très grande œuvre, pour que vous ayez quand même une idée de la production de Moses Levy, sans m'arrêter plus avant, hein, dont certaines œuvres donc, sont propriété de l'État tunisien. Je m'arrête un petit peu sur cette œuvre qui a été donc présentée dans une des expositions dont j'ai parlé au tout début de la séance, puisqu'il y a là toute une thématique autour de la communauté juive de Djerba qu'on trouve chez Moses Levy, chez Henri Saada, mais aussi chez Abdelaziz Gorgi, comme une sorte d'ailleurs pour des Tunisois, hein, où véritablement là on part vers le sud et on trouve dans le sud quelque chose qui est intéressant à la fois du point de vue plastique, mais aussi qui peut aussi trouver sans doute un public. Hein. Donc je vous donne quelques images là d'œuvres passées récemment en salle des ventes, et les rabbins de Gorgi qui sont partie de la collection de l'État tunisien. Jules Lelouch, en ai dit tout à l'heure un mot. Là encore, on a une figure qui est souvent présentée comme un autodidacte, hein, et qui lui va aussi finalement quitter Tunis, tout en étant pourtant une des figures de l'école de Tunis au début des années 60 et mourir très rapidement après, donc pas loin d'ici, rue de Jarente, donc dans le Marais parisien. Là encore quelques images, et une image aussi qui peut donner une idée des années 50 à Tunis, avec des dames françaises qui sont là avec le peintre autodidacte et un peu rustre, enfin en tout cas présenté comme cela, et puis le petit Gorgi qui est juste derrière, toujours un peu malicieux sur cette image. Là encore, juste pour une indication, pour rappeler qu'il y a aussi des personnages, là encore, qui échappent un peu à l'historiographie tunisienne et française, alors qu'ils sont importants. En l'occurrence, Maurizio Valenzi, qui est un peu inconnu comme artiste, et en particulier en France et en Tunisie aussi, même s'il y a certaines de ses œuvres qui sont dans les collections nationales, mais qui ensuite a une carrière politique importante dans le Parti communiste italien, qui éclipse d'une certaine façon son œuvre artistique. Un mot donc sur aussi, à mon avis, un grand peintre, Edgar Nakache. Là, ce qui est intéressant, donc un départ alors que c'est un homme engagé, proche du Parti communiste, sinon encarté, donc qui aurait dû avoir toute sa place d'une certaine façon dans la Tunisie indépendante, et qui ne trouve plus véritablement sa place, donc puisqu'il perd son job de journaliste lorsque la Dépêche, je crois que je ne sais plus si c'est la Dépêche ou le Petit Matin plutôt, qui donc doit fermer ses portes, donc en 61. 61-62, bon, il a plus vraiment de travail. 62, il quitte la Tunisie, et finalement ça va l'engager à de nouvelles recherches vers l'abstraction et vers la figuration narrative, donc une œuvre qui d'ailleurs, à mon avis, va sans doute trouver des historiens. Là, en 2017, un de ses fils, ou son fils, je ne sais plus, a fait donation d'une œuvre au musée national d'art moderne, donc à Beaubourg, le don a été accepté, donc ça veut dire que la valeur de l'œuvre a été reconnue, et j'espère qu'on pourra en voir un peu plus. Alors, je crois que j'avais d'autres diapositives, mais ce n'est pas très grave. Je croyais avoir conclu, mais peut-être que j'ai fait une erreur dans mon diaporama, sur une image en fait de l'école des Beaux-Arts dans les années 58, où on voit aussi des jeunes gens donc très mélangés, garçons et filles, et certains, disons, dans des poses très détendues. Hein. Et puis j'avais mis à côté une image d'étudiants d'école des Beaux-Arts en 2011, et parce qu'en 2011, donc on est 60 ans après 61. Il y a quelque chose qui se passe sans doute à la fois donc avec ce climat révolutionnaire, une sorte d'attractivité de Tunis à une échelle internationale, donc beaucoup d'étrangers qui vont venir passer quelque temps à Tunis, donc il y a quelque chose qui se passe.
et en même temps une sorte aussi d'effondrement, alors sinon de l'État absolument, mais du moins de cette politique de promotion finalement des beaux-arts comme un outil diplomatique en montrant que la Tunisie est un pays ouvert à l'étranger. Donc ça s'effondre. Et donc 10 ans après 2011, moi je dois avouer que je n'ai pas... Enfin, je vais aller à Tunis là, très prochainement. Je n'y ai pas été depuis un certain temps. Et donc je suis assez curieux de voir un peu où en sont les beaux-arts. Tout de même, ce qui est assez triste, c'est qu'on a donc une grande bâtisse qui a été conçue du temps donc, de Ben Ali, qui a ouvert ses portes, mais qui ne réserve pas de place véritable à un musée des Beaux-Arts, même s'il y a quelques salles, c'est assez misérable, et ce n'est pas du tout fait, en fait, pour être un musée. Donc la situation des Beaux-Arts est à la fois, comment dire ça, il y a une grande vitalité, et en même temps, par certains aspects, est assez, sans doute... sinon désespérée, parfois désespérante. Voilà, j'en ai terminé. Je remercie M. Messaoudi pour son exactitude et pour l'immense intérêt de sa communication qui, j'en suis certain, va susciter beaucoup de questions dans la salle après l'intervention d'Annie Dayan-Roselman. Annie est maître de conférences de littérature et de cinéma à l'Université Paris 7 Diderot. Ses recherches sont centrées sur les modalités littéraires de l'écriture, de l'histoire au XXe siècle et sur le rôle des mémoires traumatiques dans la construction des identités collectives. Elle a travaillé sur l'affirmation identitaire juive en France, en particulier, sur les écritures de l'exil et sur les écritures du témoignage concernant la Shoah. Annie a publié de nombreux articles sur Romain Gary, Georges Perec, Patrick Modiano, Elie Wiesel, Albert Cohen, Albert Memmi et Ami Bouganim sur les écritures juives en France. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages, dont Le Survivant, un écrivain au XXe siècle, La guerre d'Algérie dans la mémoire et l'imaginaire, Les alphabets de la Shoah, Survivre, écrire, et puis Un ciel de sang et de cendres, Piotr Ravitz et La solitude du témoin. Annie, je t'en prie. Est-ce que c'est bon ? Oui. Je vais commencer par une citation. J'ai quitté une terre qui n'était pas la mienne pour une autre qui non plus ne l'est pas. Je me suis réfugiée dans un vocable d'encre, ayant le livre pour espace. Cette citation du poète Edmond Jabès, en même temps qu'elle suggère en très peu de mots la fragilité des appartenances identitaires minoritaires, affirme le lien intime de l'exil et de l'écriture, un rapport que je voudrais évoquer chez toute une génération d'écrivains juifs qui, dans les années 70-80, à la suite des exodes qui les amènent en France ou ailleurs, entrent en écriture. Leurs noms, je pense que vous les connaissez. Annie Goldman, Paula Jacques, Albert Bensoussan, Jean-Luc Alouche, Marco Koskas, Colette Felous, Monique Zerdoun, Shoshana Boukobza, Marcel Benabou, Gilles Benaïch, Nin Moati, Claude Kayat et en Israël, Ami Bouganim qui écrit en français. Si je cite une si longue liste, c'est que leurs livres, souvent le premier livre de jeunes écrivains, sont édités dans les mêmes années et constituent un phénomène littérairement et sociologiquement signifiant dans le paysage français, parfois dans ces années-là, jusqu'à 4 livres la même année. On pourrait dire qu'ils ont 3 grands ancêtres. Edmond Jabès, que je citais, et dont l'œuvre, comme toute œuvre poétique, apparaît comme un astre solitaire, mais surtout Albert Cohen, Albert Memmi, dont l'empreinte reste très présente, Albert Camus, pour faire vite, les 3 Alberts, comme elle les appelle un 4e Albert, Albert Bensoussan.
Donc, ce qui est particulier à cet exode et à cet exil, c'est que le monde que l'on a quitté est condamné à disparaître, parfois sans laisser de traces, sauf en Tunisie et surtout au Maroc, où est conduit un magnifique travail d'inscription mémorielle de l'héritage juif et du patrimoine juif, dont peut-être André nous parlera tout à l'heure. Les textes, dans les années 60, nous parlent de ce qui, soudain, est en voie de disparaître, a déjà disparu. À ce propos, il m'arrive de penser à une séquence du film Fellini Roma. Des ingénieurs qui creusent un tunnel pour le métro de Rome tombent sur de magnifiques fresques conservées pendant des siècles, mais qui en quelques minutes, sous l'effet de l'oxydation, vont se dissoudre, disparaître sous leurs yeux. Et il me semble parfois que c'est ce qui est arrivé à beaucoup en ces années-là. Une civilisation a disparu sous leurs yeux et l'écriture a pour tâche d'en fixer les traces. Le moment du départ est le cœur du récit, la séquence d'où tout s'origine et vers laquelle tout converge. On pourrait tenter de faire une anthologie, un montage de tous ces textes qui racontent le départ, le moment de l'arrachement. Dans Adieu Babylone, dernier regard sur Bagdad et sur sa famille que le narrateur voit à travers la vitre d'un autocar. Chez Annie Fitoussi, dernière image de Tunis vue du pont d'un navire. Chez Ami Bouganim, dernière image de Mogador balayée par un vent forcené, tandis que les émigrants clandestins quittent la nuit la ville en route pour Israël. Dernière image de l'aéroport du Caire où se bousculent les expulsés. Même scène à l'aéroport de Tunis, ce qui nous montre bien la dimension à la fois singulière et collective. Marlène Amar, évoquant le départ de Colomb Béchard, a su exprimer ce sentiment de perte définitive et de volonté d'oubli. Il n'a plus été question que d'oublier jusqu'à leur nom, et quand on en parlait, on disait simplement là-bas. Après un temps de latence et d'oubli, après la lutte souvent réussie pour s'intégrer, pour réussir dans le pays où l'on est arrivé, c'est au moment de la mort de l'un des parents, perte essentielle, que le traumatisme du départ est remémoré, réveillé, que la blessure est rouverte. C'est au chevet de son père, hospitalisé, que Paul Darmon évoque son adolescence à Casablanca, dans Baisse les yeux, Sarah. Le livre de Nine Moiti, Mon enfant, ma mère, conjugue la mort de la mère, l'arrachement au pays natal et la fin de l'enfance. C'est au chevet d'une mère mourante que le philosophe Jacques Derrida, pourtant peu disert sur le sujet, écrit des pages sur son enfance en Algérie dans Circonfession. Pour les arrivés, le registre des textes se fait plus tragique. C'est la rencontre très rude avec une réalité trop idéalisée, avec une France réelle différente de la France imaginée. Les textes racontent le froid. Nous avons débarqué à Orly dans des vêtements d'été, au beau milieu d'un mois de septembre. Il y avait dans leurs yeux quelque chose d'égaré. Pour la plupart, ils n'étaient jamais sortis de Colomb Béchard, n'avaient jamais eu l'expérience ni du froid, ni de la neige, ni des averses, ni de la pluie, ni de l'orage. On découvre le statut des migrants, les queues à la préfecture de police, où les nouveaux arrivants doivent apprendre la patience s'ils veulent avoir des papiers. Paula Jacques les évoque avec son ironie habituelle. Son narrateur, Tobias, appelle la préfecture le purgatoire. Elle évoquera aussi les bureaux d'aide sociale et d'entraide juive, comme le Kojazor, où l'on sert des repas chauds. Et ceci nous fait prendre conscience que ce choc de l'exil, de l'exode, n'est pas seulement un choc psychologique, mais qu'il y a bien une condition, je dirais, économique de l'exilé. Il raconte la recherche d'un logement
si difficile en ces années-là. Les chambres de bonne où l'on s'entasse à 6, les sous-sols ou les anciennes forges où l'on habite. C'est le cas de Benjamin Stora et c'est aussi le cas de beaucoup d'arrivants en cet hiver qui fut un hiver terrible, l'hiver 62-63. Nous sommes ainsi, nous lecteurs, confrontés à la géographie des banlieues parisiennes, une géographie du froid et de la déprime, Sartrouville, Viroflay, où des arrivantes d'Égypte ont entassé dans un petit HLM d'encombrants meubles de style couverts de dorures qui doivent témoigner de leur splendeur passée au Caire. Dans Les Jours innocents, Jean-Luc Allouche raconte comment les nouveaux venus, algériens donc, installent une synagogue suivant leur rite dans un garage pour pouvoir prier comme ils l'entendent après des retrouvailles assez fraîches et très peu harmoniques avec les cousins ashkénazes. Ou encore Bougival, où sont installés les parents de Marco Koskas. À Bougival, il n'y avait pas le moindre juif tunisien. Bougival a tué mon père. Ce qui est décrit aussi, ce sont des familles brisées, dispersées. C'est le délitement des codes traditionnels, la déchéance de la figure et de l'autorité paternelle, ce à quoi nous assistons d'ailleurs à nouveau dans les banlieues aujourd'hui, mais pour une autre population. Dans Un homme de paille, le lecteur voit l'évolution qui fait d'un père de famille, dépourvu de son autorité traditionnelle, un étranger silencieux, affaissé, que sa famille n'écoute plus et qui meurt dans l'indifférence. C'est le repli sur la religion, devenu l'un des piliers stables de l'identité, mais en même temps une religion obsessive, sans la moindre trace de ces fêtes qui, en Afrique du Nord, réunissaient justement ceux qui sont partis. Dans le film de Karine Albou, La Petite Jérusalem, cette détresse et ce repli identitaire sont fortement décrits. En Israël, ce n'est pas mieux. Réception à la poudre DTT, carte désolée des villes de développement. D'une certaine manière, on a l'impression que ce que les nouveaux arrivants racontent de la réalité qu'ils découvrent est l'inverse absolu de ce qu'ils ont laissé. C'est comme si cette description, à la fois triste, pleine d'amertume, du présent, leur servait à valoriser le passé. Et j'en viens à ce qui serait un des rôles de l'écriture, restituer une sorte d'unité, de continuité, de permanence. On pourrait presque parler, pour ces écritures, d'un rôle thérapeutique de l'écriture, car elle tente de retisser le lien entre ici et là-bas, entre passé et présent, entre celui qu'on a été là-bas et selon celui que l'on est ici. Elle tente de retisser un lien symbolique entre les membres d'une communauté, d'une famille éparpillée dans différentes banlieues parisiennes, ainsi succédant à la proximité communautaire que l'on a laissée. Le livre propose ce que l'on pourrait appeler la communauté des lecteurs originaires d'eux, une communauté virtuelle déjà en ces années 70-80, avant la nouvelle forme de convivialité et de lien que constituent Internet et les sites d'originaires d'eux. Personnellement, j'en connais deux, harissa.com et dafina.com. Autre forme de littérature. Autre rôle de cette écriture, dire l'histoire. Parce qu'il faut rappeler que l'histoire des exodes des Juifs d'Afrique du Nord et du monde musulman est longtemps restée, même pour les historiens, invisible, inaudible, passée par les pertes et profits de la grande histoire. Ceci dans la mesure où ce n'était pas une histoire nationale, où elle se situait à l'intersection de l'histoire des autres, celle de la France coloniale et celle des pays décolonisés. D'ailleurs, la question qui traverse les romans d'Albert Memmi, écrits après le grand départ, est bien celle-ci. Comment s'écrit l'histoire de ces minorités?
et on verra qu'il tentera toutes sortes d'expérimentations. Selon quelles modalités ces textes sont-ils écrits? À la suite de Lucette Valency, on a souvent remarqué que le choix de l'écriture autobiographique est une des caractéristiques fortes de ces textes. Mais il faut noter cependant que dans les œuvres citées, l'autobiographie, qui est un récit de vie individuel, singulier, change de statut. Contrairement à l'autobiographie traditionnelle qui affirme le destin unique et singulier de chacun, moi seul, nous dit Rousseau en ouverture de ses Confessions, l'écrivain minoritaire dit son histoire au croisement de l'intime et du collectif. Il écrit, si l'on pouvait se permettre une expression pareille, une autobiographie collective. Dès lors qu'à travers le récit de vie d'un seul individu, ses errances, ses péripéties, vécues par une famille, peut se dire le destin de tout un groupe, orphelin de son histoire, orphelin de l'histoire, et c'est bien là l'une des caractéristiques des littératures minoritaires, telles que les définissent Deleuze et Guattari. Si elles sont essentiellement politiques, c'est parce que toute énonciation individuelle, tout destin individuel, y prend des résonances collectives. L'autre choix est plus gai. C'est le choix de l'épopée, par définition collective, mais c'est alors une épopée burlesque et tragique sur le modèle des Valeureux et dans le sillage d'Albert Cohen. Les errances et les tribulations des protagonistes qui circulent entre divers pays, la France, Israël, le Canada, racontent ces circuits souvent voués à l'échec qui se terminent à Sarcelles ou à Dimona. On pourrait penser au roman de Ami Bouganim, Le cri de l'arbre, qui raconte les migrations d'un groupe de juifs marocains en Israël et les aléas de leur émigration. Il a en son centre, ce récit, un personnage collectif, celui de la Mahabara, village fait de tentes et de baraques en bois où vivent les émigrants, même cadre d'accueil pour le protagoniste de Adieu Babylone, Naïm Katan. Ce sont des récits qui sont drôles, truculents. Le modèle est toujours celui des Valeureux. Et l'un des protagonistes d'Ami Bouganim rencontre d'ailleurs, au cours de ses pérégrinations, un certain Rabbi Albert Cohen. C'est-à-dire que la référence est évidente. Ce qui frappe aussi, c'est la décision au niveau de l'écriture de rire, d'en rire malgré tout. Raconter le détail, l'épisode cocasse, malgré la détresse, un détail qui, remémoré, brodé, amplifié, suscitera le rire. Ce qui est aussi une manière de témoigner de ce que fut cette culture, une culture qui a su mettre dans le rire dont elle accompagne le récit de ses malheurs, une forme de pudeur et une manière de courtoisie. Alors j'aimerais m'arrêter sur 2 épisodes. L'un des épisodes est un épisode de départ. Il se trouve dans un roman de Annie Fitoussi qui s'appelle « La mémoire folle de Moshe Rabbeinu ». Et il raconte donc ce départ collectif des Juifs de Tunisie qui ont besoin d'emporter leur argent, puisqu'on les laisse partir, mais on ne les laisse pas emporter leur argent. Et donc, on voit se multiplier des femmes avec une extravagance de bracelets en or. L'une des héroïnes en a 14. Et pendant qu'elle agite son mouchoir pour dire au revoir, c'est un véritable cliquetis que les gens entendent. Autre épisode, c'est un épisode d'arrivée. Celui-là est tiré de Paul Darmon, qui raconte l'arrivée de sa famille à Orly, donc dans ces grandes vagues de départ. La famille se compose du père, de la mère, de 2 enfants et de la grand-mère. Or, la grand-mère a entendu que, chose terrible, il n'y a pas de tomates à Paris, peut-être pas de poivrons et certainement pas d'huile d'argan. Donc, elle a rempli un couffin avec toutes ces denrées,
a pris l'escalier mécanique sans s'apercevoir qu'il allait bouger et, dans un grand hurlement, lâche le panier sur la plupart des autres voyageurs, donc qui voient tout le Maroc et toutes ses couleurs qui dégringolent au-dessus de leur tête. Voilà, cette écriture, je crois qu'on pourrait dire écriture de la nostalgie, on la retrouve dans une constellation de titres. Il y a plus d'une vingtaine d'années, je m'étais amusée à les relever et le résultat était parlant. Toute une série de titres autour du signifiant mémoire. Mémoire juive de Lucette Valassi et Nathan Wachtel, Rue de la mémoire fêlée de Monique Zerdoun, La mémoire folle de Moshe Rabinou, Mémoire illettrée de Katia Rubinstein. Les titres s'étoilent aussi autour du référent nostalgie. Adieu Babylone, Out of Egypt, Les jours innocents, Parfum des étés perdus, mais aussi autour d'une affirmation identitaire juive qui s'exprime par certaines locutions, par exemple « Partir en Kapara » d'André Naoum, par des prénoms juifs affichés. Alors là, c'est une cascade de prénoms. Baisse les yeux, Sarah, Les filles de Mardoché, Le rêve d'Esther, Déborah et les anges dissipés, Jacob, Mimoun, Menachem de Marcel Benabou. Autour d'une arabité, Balas Bounel, écrit Marco Koskas, imitant ainsi une difficulté de prononciation des locuteurs de langue arabe qui ont du mal à prononcer les P. Et enfin, Mohamed Cohen de Claude Kayat. Ce qui est frappant, c'est que, à quelques exceptions près, cet enracinement, cette affirmation identitaire sont réclamés dans l'après-coup. Bien entendu, je parle d'une certaine catégorie, je dirais, de témoignages, ceux des juifs acculturés qui donc peu à peu s'étaient éloignés d'une langue maternelle dans l'espoir d'adhérer à un modèle qui leur était proposé. Eh bien, cette arabité, cet ancrage, ils sont revendiqués en France, au Canada, en Israël, après avoir été problématiques sur place. À l'image de Gagou, juif indigène qui en Tunisie veut se débarrasser de tout ce qui l'empêcherait de devenir un vrai Français et qui, une fois en France, déclare qu'il est un juif arabe. On peut se rappeler des narrateurs de Albert Memmi, La statue de sel, qui portait dans son nom même les éléments irréconciliables d'une identité impossible. Alexandre, Mordechai, Ben Ilouche, étrangers aux deux cultures, ne se définissant que de façon négative, ni occidental, ni oriental, ni tunisien, ni français. Or, 20 ans plus tard, dans ses livres écrits après la décolonisation, ce ni s'est transformé. On rencontre désormais la revendication d'un ancrage, d'une culture plurielle, d'une histoire acceptée, recherchée. Je le cite. « Il me semble que le moteur principal de ma course fut l'intuition que tout cela, à la fois et à des degrés divers, me constitue. Le renoncement à l'un quelconque de ces ingrédients fausserait la physionomie de l'ensemble, ses origines complexes, racines lointaines, entremêlées, au point qu'il faudrait tout arracher pour les séparer, cette triple histoire au moins, la juive, l'arabo-berbère, la franco-européenne, et les manières d'être qui en sont résultées sont significatives de mon existence d'homme. Se joue ici ce que j'appellerais une décolonisation des mémoires et des mentalités. Et ce retour à soi permet le retour à une langue refoulée comme foreclose l'arabe. Le jeu avec la langue, le jeu avec les langues opère justement ce retour à une identité, je dirais, non pas véritable, je ne crois pas qu'il y a des identités véritables, et je me méfie toujours de ceux qui affirment la pureté des identités, mais en tout cas à une identité métissée et qui n'est plus dans la soustraction. Je rappelle cette phrase
terrible de Derrida, « Je n'ai qu'une langue, dit-il, et ce n'est pas la mienne ». On voit bien le chemin qui a été parcouru dans tous ces textes écrits après l'arrivée donc ailleurs. Toujours dans la lignée d'Albert Cohen, c'est une tradition de conteur, un rapport à la langue qu'ils travaillent, qu'ils cassent, qu'ils font chanter, jusqu'à y faire entendre les échos de l'autre langue, l'arabe, jusqu'à mimer les cadences d'un récit oral, comme Katia Rubinstein, jusqu'à reproduire toutes les particularités syntaxiques de ce qu'on pourrait appeler non pas la langue française, mais les langues françaises que l'on parlait en Algérie, en Tunisie ou au Caire. Retranscrire le parler des Juifs d'Égypte. Ainsi, au niveau de la langue, nous assistons au même retournement du négatif en positif, à un multilinguisme malheureux qui sévit en période coloniale, succède un multilinguisme jubilatoire. J'en viens à les deux dernières questions que je voudrais aborder. Le juif et l'autre. Qui est cet autre? Et comment vivait-on avec cet autre? Ce qui ressort de ces récits, c'est que bien d'autres encore, c'est que les écrivains, en particulier ceux du Maghreb, racontent un pays où ils étaient heureux. Dans leurs textes écrits dans ces années-là, il n'y a pas de ressentiment, souvent peu de détails historiques, même si l'on évoque Bizerte, la guerre des 6 jours. L'autre, donc, c'est en pays colonial le français de France, comme on disait, et c'est l'arabe. Et si la mémoire de la coexistence judéo-arabe est parfois ambivalente ou chargée d'amertume, les textes que j'ai évoqués portent un témoignage le plus souvent positif. Ils expriment la nostalgie de ce que furent des siècles de coexistence, souvent magnifiés par le souvenir, la tentative de dessiner au plus près le rapport à l'autre, car si les communautés restent sur leur quant à soi, les individus, eux, disent vivre, avoir vécu une grande proximité. Je cite Jean-Luc Alouche, « Nous avions pour voisins des musulmans avec lesquels nous avions tissé des relations plus qu'intimes. Les Kesrani étaient ma seconde famille. » Dans les romans de Roland Doucan, la force de la relation et de la proximité entre juifs et arabes est toujours présente, construite autour du travail de la langue, d'une mémoire commune, car cette langue commune, c'est la langue maternelle, c'est la langue de la mère. Dans l'œuvre d'Edmond El-Maleh se dit la nostalgie du pain et du temps partagé. Par contre, il faut le dire aussi, dans les récits de Gilles Zenou, aucune trace de nostalgie. Dans Mektoub, il fait le constat d'une condition faite de peur et d'oppression. Dans l'œuvre de Marcel Benabou, Jacob Menachem Mimoun, la conscience de cette ambivalence lui fait écrire que toute une série d'angoisses et de fantasmes avaient été pendant une grande partie de son enfance inséparables de ce mot arabe. Alors, comme on le voit, c'est une mémoire diversifiée. Les positions, les souvenirs sont variés, divers, parfois contradictoires. Bien sûr, il faut prendre en compte la variété des pays évoqués. Et de ce point de vue, mes souvenirs sont des souvenirs du Maroc, où il y avait un rapport, je crois, exceptionnel entre les groupes. Mais il n'y a pas que les pays. Il y a dans le même pays la différence qu'on évoquait hier entre les villes de l'intérieur et les villes du littoral. Il y a les périodes. Il y a la différence de classe sociale. Et c'est peut-être le point sur lequel j'insisterai le plus. Dans la même ville, Tunis, à la même époque, il suffit de lire Annie Goldman et Albert Memmi pour faire la différence entre les souvenirs d'une jeune bourgeoise et d'un juif de la Hara. Alors, je dirais que de cette période, dont je me considère comme un témoin,
peut-être comme un des derniers témoins. Je ne reconnais rien de mon vécu dans les tableaux historiques qui en ont été récemment faits. Je suis attristée par cette écriture de l'histoire qui va transmettre aux nouvelles générations une image misérabiliste, sans nuance, et une culture du ressentiment. Nous sommes un certain nombre à nous être opposés à une vision édénique de la vie des Juifs en pays arabe, comme s'il existait des situations édéniques pour des minorités en pays non démocratiques. Nous nous sommes opposés parce que cette vision sous-tendait un argument politique que nous réfutions. L'existence d'Israël n'était pas nécessaire. De même, je crois que nous sommes nombreux à vouloir réfuter cette nouvelle présentation de notre histoire qui se présente en contre-mythe. Nous aurions toujours été malheureux dans les pays arabo-musulmans, toujours, partout, à tous les moments. Donc, il n'y aura pas de paix possible ou même de cohabitation possible en France, ce que je refuse de croire dans un cas comme dans l'autre. Pour conclure, je voudrais revenir sur cette question. Y a-t-il une fécondité de l'exil ? Peut-on évoquer des départs encore si proches, non pas seulement sous forme d'un traumatisme plus ou moins violent, mais sous le signe d'une forme de fécondité identitaire, culturelle, de prolongation de ce qui fut en Méditerranée, une culture de la circulation, comme nous le montrent les historiens. Cette double dimension de l'exil, je citerai deux phrases de Memmi qui, d'une certaine manière, les exemplifient. Une dimension qui dit, j'ai fini Michel, 1 minute, qui dit la douleur du départ. Nous fûmes, dit Memmi, mais nous ne sommes plus. De nos communautés millénaires ne subsistent que quelques vieillards qui prient en attendant la mort. Il était temps de dresser l'inventaire et de raccorder les traces. S'il faut se garder des niaiseries de l'orgueil historique, il n'est pas sain non plus d'être amputé de tout passé, d'être un orphelin de l'histoire. Et ce sera la conclusion de la conclusion. S'il avait su quelle reconnaissance j'avais pour l'exil, dit l'un de ses protagonistes, en ne m'attachant à rien ni à personne, l'errance de Tunis à Tlemcen, de Fès en Castille, du Caire à Damas, m'a gardé à moi-même, ce qui est bien la seule véritable liberté. Merci.